Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. Ravi de vous retrouver. J'accueille Monsieur David Jury. Vous êtes le directeur du patrimoine à Saint-Laurent-du-Maroni. Bonjour Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez dresser pour une entrée en matière un inventaire du patrimoine à Saint-Laurent-du-Maroni? On sait que Saint-Laurent, c'est une ville d'histoire et il suffit de se balader dans les rues de Saint-Laurent pour être transporté plusieurs décennies auparavant. Mais si on devait établir des catégories, inventorier ce patrimoine, c'est certainement un exercice difficile, mais comment qu'est-ce que vous diriez? Alors, bon, c'est pas un exercice difficile, au contraire, hein, c'est quelque chose qui a été conduit déjà par la ville, hein, cet inventaire. Saint-Laurent, c'est une ville qui est relativement récente. Donc, elle a cette spécificité d'avoir un passé qui remonte à seulement finalement 150 ans aujourd'hui, donc ce qui est assez peu hein, pour l'histoire d'une ville, qui fait que les traces architecturales, les traces patrimoniales sont relativement concentrées par rapport à d'autres villes de Guyane, hein, je pense à Cayenne notamment, qui a une histoire plus ancienne. Donc Saint-Laurent en tant que ville, je parle, hein, parce qu'il y avait il y avait un établissement amérindien avant même l'installation de la ville pénitentiaire. Hein, je vais parler de la ville pénitentiaire. Euh, donc il y avait déjà une installation amérindienne, quelques traces, mais qui constitue aujourd'hui finalement une part assez infime de ce patrimoine saint-laurentais. C'est vrai, quand on parle de Saint-Laurent aujourd'hui, on pense immédiatement à la ville pénitentiaire, et c'est ce qui constitue aujourd'hui la quasi-intégralité de ce qu'on va nommer patrimoine. Voilà, donc c'est l'installation de cette ville, c'est les premières installations, c'est 1850 à peu près, hein, et qui vont perdurer jusqu'à 1949, qui est la fin de la ville pénitentiaire, puisque c'est une spécificité saint-laurentaise. Je crois même que c'est la seule ville au monde qui ait jamais été une ville uniquement pénitentiaire, c'est-à-dire que le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, pendant ces 100 années, entre 1850 et 1949, était un membre de l'administration pénitentiaire et le conseil municipal était composé de membres de l'administration. Donc ça en fait, ça fait de Saint-Laurent un espace, j'ai envie de dire, tout à fait particulier. Donc si on devait en faire l'inventaire aujourd'hui, on commencerait par les premières installations, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça permet aussi de retracer un petit peu l'histoire de la ville. La fondation de Saint-Laurent, au départ, il y a un objectif qui est un objectif de colonisation. On est au milieu du 19e siècle. Albina, qui est en face au Suriname, se développe énormément et des tentatives de colonisation faites par les Néerlandais fonctionnent assez bien. Et la France se dit que il faudrait aussi développer cette partie-là de la ville. Donc c'est ça l'objectif de départ. Et puis après il y a la concordance, j'ai envie de dire, entre des grands faits historiques, la fin de l'esclavage, hein, l'abolition de l'esclavage en 1848 et 1852. Donc c'est la création du bagne. Et vous voyez qu'il y a juste 4 années entre les deux. Donc il y a un lien qui est pas forcément ténu. Voilà. Donc la solution qui est trouvée pour coloniser Saint-Laurent, c'est d'y envoyer des bagnards. Donc la première installation, elle n'est pas forcément celle qu'on voit aujourd'hui. Hein. On pense au camp de la transportation avec ses murs assez imposants, avec la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ben, Saint-Laurent, c'est pas ça. C'est plutôt une colonie agricole. Donc le bagne est ouvert. Il n'est pas forcément inséré dans des murs. Voilà. Et puis rapidement après, effectivement, la ville va s'articuler autour de cet espace qui est bien connu, qui est le camp de la transportation, qui est l'espace dans lequel je me trouve d'ailleurs et dont je vous parle aujourd'hui. Et à partir de cet espace-là, vont se constituer un certain nombre de quartiers sous une forme très organisée d'ailleurs, hein,
donc le quartier officiel qui jouxte le camp de la transportation et euh, qui va contenir des logements de surveillants, comment dire, les principales administrations, très symboliques et très caractéristiques du pouvoir colonial. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que aujourd'hui encore, hein, en 2020, finalement, c'est dans ce quartier officiel qu'on retrouve l'essentiel des administrations d'aujourd'hui. Donc il y a une vraie permanence. En fait, ça pose évidemment un certain nombre de questions, mais il y a une vraie permanence entre cette idée de départ de quartier officiel avec ces administrations, et puis ce qu'on en a fait, ce qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Et à partir de là, donc, se développent aussi d'autres quartiers, ce qu'on appelle le village colonial. Donc, le village colonial qui est bien connu de tous, hein, c'est grosso modo la ville qui s'est développée autour de l'avenue Félix Éboué, qui mène jusqu'à l'église, hein, donc c'est puis l'avenue Général de Gaulle, qui jouxte l'hôpital. Et donc, ce village colonial, il se développe de manière concomitante au bagne, avec une population créole essentiellement, qui est venue donc sur le Maroni pour faire de l'orpaillage, et puis une population aussi d'anciens bagnards, et toute cette population très hétéroclite, j'ai envie de dire, se mélange. Et puis forme les premiers habitants de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Donc ce village colonial, il est très important aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un certain nombre de maisons de commerce qui sont, alors pour le coup, qui sont pas directement reliées à l'histoire du bagne. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces maisons de commerce, elles ont pris racine quelque part dans le commerce de l'or, dans leur paillage, et elles se sont développées sur cette histoire-là, qui est très importante dans le Maroni et le Haut-Maroni. Voilà, donc on a tous le camp de la transportation, le quartier officiel, le village colonial, et puis un quatrième espace, pour parler toujours du patrimoine, qui est l'hôpital, donc qui est un espace à part entière, hein, pour ceux qui connaissent bien Saint-Laurent, c'est une enclave tout à fait particulière. Qui est importante parce que elle a été le plus important établissement hospitalier de l'Empire colonial français. Donc il n'y avait pas, même en Afrique, en fait, il n'y a jamais eu d'établissement hospitalier aussi important créé au temps de la colonisation. Donc c'est un établissement tout à fait intéressant d'un point de vue architectural et puis d'un point de vue fonctionnement aussi, puisqu'il avait une partie donc qui était dédiée au bagne et puis une partie qui était civile. La salle d'opération se trouvant exactement entre les deux, c'est intéressant, et donc accessible à la fois par les bagnards, évidemment, et par les civils. Voilà, donc aujourd'hui, cette enclave de l'hôpital, elle nous pose beaucoup de questions, on y reviendra peut-être certainement, beaucoup de questions d'aménagement, de gestion. C'est un patrimoine qui appartient à l'État encore et qui va bientôt être la ville. Et d'ailleurs, la plupart de ce patrimoine dont on vient de parler, qui se trouve en centre-ville, appartient à l'État, en tout cas pour ce qui est du quartier officiel. Le camp de la transportation, lui, est devenu propriété de la ville assez rapidement. Et je dois dire, c'est certainement une bonne chose, en fait, que la ville ait acquis le camp, hein, et en effet ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je suis pas exhaustif, évidemment, parce qu'on pourrait parler longuement, hein, faire beaucoup plus long de l'ensemble de ce patrimoine-là. Voilà. Et puis, ça se prolonge aujourd'hui, puisque, évidemment, il y a des choses aussi plus récentes qui font patrimoine, ou qui feront patrimoine. Hein. J'ai un exemple en tête comme ça, qui me vient, mais c'est la Charbonnière, par exemple, hein, qui est un quartier tout à fait particulier, avec une architecture. Un quartier populaire aujourd'hui, avec une architecture tout à fait particulière qui a été beaucoup remaniée, qui a été beaucoup transformée, qui va faire l'objet d'une opération d'aménagement aussi, mais qui quelque part fait date aussi dans l'histoire de la ville et dans l'histoire des mouvements de population, des arrivées de population et des déplacements. Voilà. Ça fait aussi aujourd'hui. Ouais, cette opération d'aménagement à la Charbonnière prévue pour quand? Je peux pas vous donner de date précise. Vous savez, en termes d'aménagement, c'est toujours difficile d'engager la parole de la ville, puisque ce sont des processus très longs. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un processus qui est engagé aujourd'hui avec des financements qui sont calés,
Et après, vous donner une date précise, voilà, c'est dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, l'opération devrait pouvoir démarrer. Mm. On est d'accord pour dire que le patrimoine de Saint-Laurent a une valeur inestimable, mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer les moyens que met en place la municipalité pour à la fois promouvoir et assurer la conservation de ce patrimoine? Alors là, effectivement, il a une valeur très importante à plusieurs titres. Euh, Aujourd'hui, un des objectifs de la ville, c'est d'inscrire le patrimoine de la ville, c'est-à-dire l'ensemble urbain, Mm. sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu ambitieux, mais en vérité, ça ne l'est pas tant que ça. C'est plutôt ça répond à une logique. Euh, Encore une fois, je disais tout à l'heure, Saint-Laurent-du-Maroni est certainement une des seules villes pénitentiaires au monde. C'est déjà en soi un caractère qui est éligible au titre de l'UNESCO. Et puis, on a des exemples ailleurs dans le monde, les bagnes australiens notamment, qui ont été aussi inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Voilà. Alors, en Guyane, il y a un patrimoine pénitentiaire qui est très important, pas seulement à Saint-Laurent. Et puis, c'est un patrimoine qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres territoires français ou anciennement français, en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, on trouve un patrimoine du bagne aussi très important. Donc, il y a une certaine logique d'aller vers cette inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, du coup, quand on a cet objectif-là, effectivement, il faut se donner des moyens. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Ce sont des processus et des démarches qui sont très compliquées. Et il faut montrer, j'ai envie de dire, patte blanche et montrer que on gère son patrimoine de manière correcte et plus que correcte même, avec des bonnes pratiques. Alors il y a un terreau à Saint-Laurent, il y a un terreau qui est déjà favorable parce que les Saint-Laurentais et je le dis sans démagogie, parce qu'on le vit au quotidien, mais les Saint-Laurentais aiment leur patrimoine. Ça, c'est une évidence. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui est partagé par tout le monde, même si historiquement, il ne, comment dire, il ne n'est pas forcément partagé par tous, hein, mais il a été comment dire, chacun l'a intégré dans son quotidien, chacun l'a intégré comme faisant partie de la vie quotidienne. Donc il y a une vraie, de la part des Saint-Laurentais, il y a un vrai intérêt déjà pour le patrimoine, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui permet après de mettre en place des politiques qui permettent de protéger. Alors très concrètement, Mm. au niveau de la municipalité, les choses ont commencé il y a déjà plusieurs dizaines d'années, avec la restauration du plan de la transportation, et puis la volonté à l'époque par Léon Bertrand de mettre en place un service patrimoine, ce qui n'est pas une chose évidente pour une ville. C'est-à-dire qu'on c'est un acte politique, j'ai envie de dire, de créer un service qui est dédié à la restauration du patrimoine, à sa conservation, à sa protection et puis à sa mise en valeur auprès des habitants surtout. Donc, la première étape à Saint-Laurent, ça a été la restauration du plan de la transportation, avec le soutien de l'État, évidemment, puisque c'est un bâtiment, c'est un ensemble, pardon, architectural qui est classé au titre des monuments historiques. Donc ça a été la première étape. Et puis, il y a eu une autre étape qui a été d'obtenir le label Ville d'art et d'histoire, qui est un label national, qui est partagé par plusieurs centaines de territoires partout sur le territoire national, outre-mer et en France hexagonale. Et ce label Ville d'art et d'histoire, il permet d'obtenir des financements pour conduire des opérations de restauration, mais surtout de conduire des opérations de médiation auprès des habitants. C'est comme ça que Saint-Laurent-du-Maroni s'est doté d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est une forme de musée, sans être un musée, c'est-à-dire que c'est vraiment un espace dans lequel on parle de la ville, de ses habitants, de la manière dont la ville s'est développée et dont elle se développe d'ailleurs encore aujourd'hui. Voilà, donc ça a été encore une étape supplémentaire de franchie qui a permis, une fois que le label a été obtenu, qui a permis aussi de justement conduire un inventaire assez précis du patrimoine de Saint-Laurent-du-Maroni.
Ça, c'est un inventaire qui a été conduit maintenant il y a presque une dizaine d'années, un petit peu moins d'une dizaine d'années, et qui avait pour objectif justement d'inscrire la protection du patrimoine dans le plan local d'urbanisme, de créer même une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, donc une AVAP à l'époque, qui n'a pas été adoptée, mais qui a été versée entièrement au plan local d'urbanisme. Donc c'est un acte politique assez fort, finalement, de dire on va inscrire dans les règles d'urbanisme des règles de protection du patrimoine très claires, compréhensibles par tous et puis acceptées par tous, puisque ça avait fait l'objet à l'époque d'une enquête publique. Voilà, donc ça a été encore une étape supplémentaire de franchie. Et puis ces dernières années, la direction du patrimoine que j'ai la chance de diriger, hein, je le dis clairement parce que Saint-Laurent est une ville vraiment extraordinaire et puis travailler sur son patrimoine, c'est un honneur. Depuis quand êtes-vous à ce poste? Pour moi, ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Voilà, donc c'est pas si long, mais c'est un vrai. Puis j'espère rester encore un petit peu. Donc c'est un vrai bonheur. Et donc cette direction du patrimoine, elle s'est beaucoup augmentée en nombre d'agents. Et puis elle a élargi ses missions. Et dernièrement, elle a élargi ses missions, notamment sur des opérations de restauration. Donc on a une équipe aujourd'hui, et j'ai envie de dire c'est la dernière étape qu'on a franchie vers cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a une équipe de maçons du patrimoine qui est opérationnelle, qui est capable d'intervenir rapidement, en dehors des systèmes un petit peu lourds d'appels d'offres, de marchés publics, qui parfois sont tellement longs que ça ne permet pas de répondre à l'urgence. Parce que quand un bâtiment se dégrade et quand il menace de s'effondrer, on n'a pas le temps d'attendre 6 mois, 1 an qu'un appel d'offres soit concluant. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'agir en urgence avec du personnel qui est très qualifié et qui non seulement intervient directement, mais en plus conseille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des architectes, des chefs d'entreprise, des élus, des entreprises tout corps d'État, j'ai envie de dire, dans le bâtiment, qui viennent nous voir pour nous demander des conseils sur des protocoles de restauration, sur des matériaux, sur des bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est un signe très important, mais qui est pas venu d'un coup, hein, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on a une équipe comme celle-là que tout d'un coup les personnes concernées sont venues nous demander des conseils, mais c'est parce qu'avant, il y avait eu, depuis 20 ans, 30 ans, il y a eu tout ce travail qui a été fait et qui a cette sensibilité. C'est-à-dire que nous, on n'oblige pas, évidemment, ni les architectes, ni les chefs d'entreprise à venir nous voir. Mais par contre, ça veut dire qu'ils ont cette sensibilité-là. Et avant d'agir, avant de restaurer un bâtiment, eh ben, on se pose des questions. Et c'est bon signe. C'est bon signe pour la suite. Monsieur David Jury, vous parliez tout à l'heure des subventions liées au label Ville d'Art et d'Histoire, mais parallèlement à cela, est-ce qu'il y a un modèle économique autour de ce patrimoine? Est-ce que vous prévoyez d'autres moyens de rentrer de l'argent dans les caisses de la ville grâce à ce patrimoine? Alors, bien sûr qu'il y a un modèle économique. Hein. On sait très bien aujourd'hui que le patrimoine, investir sur son patrimoine, c'est quelque chose qui rapporte. Il faut des touristes pour cela, mais la Guyane peine à les attirer, on sait bien. Voilà, il faut des touristes pour ça, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, c'est une partie du modèle économique. Je vais en parler parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête le tourisme, hein, derrière la restauration patrimoniale. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça, parce que derrière, il y a aussi un mode de vie, il y a aussi la préservation de savoir-faire. Et donc, il y a tout un secteur économique derrière, qui est celui du bâtiment. Tout simplement, qui peut investir et qui peut profiter de ces opérations patrimoniales. Ouais. Alors, avant de nous quitter, Monsieur David Jury, j'aimerais que l'on parle maintenant du patrimoine immatériel, car il y a une volonté également de conserver
et d'assurer la pérennité, la conservation de ce patrimoine. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous parler des moyens concrets que vous avez mis en place pour pouvoir obtenir des résultats à ce niveau-là? Alors, nous aujourd'hui, ville de Saint-Laurent-du-Maroni, euh, on, on- on conserve deux types de patrimoine. Donc, à la fois des objets mobiliers, même si le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine n'est pas un musée, hein, je le redis. Normalement, euh, les établissements qui ont vocation à conserver, ce sont les musées. Bon, nous n'avons pas encore le label Musée de France. Je pense que dans un avenir proche, c'est quelque chose qui pourra se faire à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on a cette politique, cette volonté de conserver des objets. On travaille avec la CPG, on travaille avec un certain nombre de partenaires, hein, avec l'État, sur ces collections. Alors évidemment, jusqu'à présent, on s'est concentré plutôt sur les collections euh, issues de l'époque du bagne, avec la première, le socle de nos collections. J'ai envie de dire assez naturellement, et puis parce que donc on a pu acquérir des fonds et des collections privées, notamment qui étaient liées au bagne. Mais derrière, il y a une volonté d'élargir, et ça depuis la précédente mandature, et puis c'est une volonté qui est poursuivie aujourd'hui, puisque finalement, il n'y a pas de grands établissements muséaux dans l'Ouest, hein, à part le plan de la transportation. Et donc, il y a une volonté d'élargir à bien plus que le patrimoine du bagne. Aujourd'hui, on accepte des dépôts au camp de la transportation de mobilier créole, et on acceptera très certainement dans un avenir proche aussi des objets issus des cultures bushinagé amérindiennes. Mais pour ça, il faut avoir les moyens de conserver. C'est pour ça que je suis très prudent sur ce que je vous dis, parce que on peut pas se lancer dans la conservation d'objets comme ça juste parce qu'on en a envie. Et il faut avoir les moyens de conserver, il faut avoir les personnels compétents, il faut avoir l'espace. Chose que nous sommes en voie d'acquérir, mais que nous n'avons pas. Voilà, donc ça, c'est une partie des objets. Et puis, il y a une partie qui est très importante, sur laquelle on s'est concentré depuis toutes ces années, qui sont les archives. Puisque Saint-Laurent a la chance, si on peut dire, de conserver une partie des archives, pas une toute petite partie, hein, mais une partie quand même des archives du bagne, sachant que la grande majorité de ces archives se trouve en métropole. Et donc, on a inventorié, récollé ces collections d'archives dites historiques. Donc, qui vont de la première période du bail, donc de 1850 jusqu'à 1949. Voilà, donc ça, c'est des collections qui sont assez importantes. On est une référence aujourd'hui, hein, même pour les chercheurs. Hein, on reçoit, on va dire presque de manière hebdomadaire, des chercheurs issus du monde entier qui travaillent sur le bagne, hein, et qui viennent à Saint-Laurent pour pouvoir consulter les archives qui sont conservées ici. Donc nous avons des documents qui sont tout à fait précieux, uniques. Et puis on a de temps en temps la chance aussi de voir revenir des archives. Alors ça c'est intéressant. On a eu le cas il y a pas longtemps. Je donne une petite anecdote donc d'une personne qui avait visité le camp de transportation il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le bagne n'était pas ce qu'il, enfin, le camp de la transportation n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et donc tout était ouvert. Les archives étaient à ciel ouvert. Et elles étaient encore en bon état. Et puis ce monsieur était parti avec une liasse d'archives, une liasse assez conséquente. Et donc 40 ans plus tard, il est revenu à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a vu ce qui avait été fait. Il a vu le centre d'interprétation d'architecture et de patrimoine, etc. Et de retour en métropole, il nous a renvoyé la liasse d'archives. En espérant qu'elle soit mieux conservée ici que chez lui. Donc ça, c'est un vrai signal de voir ce genre de choses arriver. Alors d'autant plus que dans cette classe d'archives, il y avait des procès-verbaux d'évasion, il y a des choses tout à fait intéressantes que nous n'avions Mm. pas. Mm. Alors aujourd'hui, on se diversifie là aussi un petit peu plus, c'est-à-dire on a fait le tour, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on a fait à Saint-Laurent en matière de bagne et d'archives sur le bagne, qui est extrêmement intéressante et dont on a récupéré et sauvé, j'ai envie de dire, les archives il y a 2 ans, puisqu'elles étaient, je ne veux pas dire conservées, parce que
le mot serait un peu trop positif, elles étaient entreposées Ouais. dans un bâtiment en attendant de mourir quelque part de leur belle mort. Et heureusement, donc, il y a eu un sursaut. Et donc, on a traité ces 700 mètres linéaires d'archives. Et dedans, on a retrouvé énormément de choses, alors y compris des choses qui concernaient la ville pénitentiaire, d'ailleurs, hein, qui étaient mélangées. Mm. Et puis, surtout, l'histoire de la ville depuis 1949. Alors c'est extrêmement émouvant hein, de retrouver ces documents-là. Et donc aujourd'hui, ils sont sauvés, ils ont été traités et ils vont être intégrés prochainement dans nos collections puisqu'il y a eu une période de quarantaine qui est obligatoire quand on récupère des Mm. documents qui ont été conservés. Voilà. Et quelle est la place du numérique dans ce processus de conservation de vos archives? Alors, la place du numérique, elle est depuis le début, elle est quotidienne. C'est-à-dire que depuis que le centre d'interprétation conserve des archives, on conduit des campagnes de numérisation. L'idée étant évidemment de pouvoir numériser tout le fonds d'archives, hein, puisque la numérisation peut sauver, et surtout la numérisation permet d'éviter de manipuler des documents qui sont trop fragiles Mm. parfois. Hein. Tout à Donc, fait. on a des documents, par exemple, qu'on ne montre pas, qu'on n'ouvre pas, mais qui sont numérisés. Donc, même un chercheur qui vient aujourd'hui n'aura pas accès n'aura pas forcément accès à l'original, ou alors dans des conditions très, très spécifiques et très encadrées. Mais par contre, il aura accès à la version numérique. Voilà. Donc, on est aujourd'hui à plus de 50% du fonds qui est numérisé. Et on ira jusqu'au bout hein, de cette numérisation, puisque c'est important pour nous. Et puis, c'est une manière aussi de partager des archives après, hein, avec tous. Voilà. Merci. Question, en tout cas, sujet passionnant. On en parlerait pendant des heures. Merci beaucoup pour toutes ces explications concernant le patrimoine à la fois matériel et immatériel de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Merci. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup.